Si tu regardes cette vidéo, c'est que de un, tu veux devenir balèze, mais de 2, tu as peur de prendre de la créatine parce que bien que ça te permette de devenir balèze potentiellement, tu as peur que ça accélère ta chute de cheveux, peut-être que tu es déjà touché par de la calvitie, ou alors peut-être que tu sais que tu as le gène calvicieux dans ta famille et tu as peur que peut-être la créatine ça puisse activer bah voilà, le début en fait de ta calvitie ou alors accélérer ta calvitie. Et je comprends tes peurs parce que bah comme toi, un temps, j'avais ces mêmes peurs jusqu'à ce que je commence la créatine il y a à peu près un mois et demi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la créatine ne cause présumément pas d'accélération ou de commencement de chute de cheveux chez l'homme, même, enfin, même si tu as le gène calvicieux, potentiellement. Et ensuite, je te présenterai certaines sources d'informations qui permettraient de penser que la créatine aurait un effet positif sur la pousse des cheveux. Oui, tu m'as bien entendu, un effet positif sur la pousse de cheveux et sur la prévention de la calvitie. Je t'expliquerai dans un instant comment est-ce que ça pourrait potentiellement marcher. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, pour comprendre un petit peu, pour donner un peu de contexte, pourquoi est-ce que il y a cette rumeur qui circule depuis, je pense, depuis que la créatine existe, on dirait, comme quoi la créatine causerait de la chute de cheveux. Bah en fait, ça vient d'une étude qui a été réalisée en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Et cette étude visait à mesurer les changements de niveau de testostérone et de dihydrotestostérone chez des pratiquants confirmés de rugby. Donc là, on parle vraiment d'un groupe démographique bien spécifique. Cette étude a été faite sur 20 participants au total, donc séparés en deux, une partie placebo, une partie de participants qui ont réellement utilisé de la créatine, avec une semaine de phase de charge à 25 grammes par jour, et ensuite 2 semaines de phase, on va dire, de maintien à, comme vous le voyez ici, 5 grammes par jour de créatine pendant 2 semaines, voilà, 14 jours. Et ils ont mesuré les effets que ça pouvait avoir sur la testostérone et la dihydrotestostérone. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que après 7 jours de charge, donc avec 25 grammes de créatine par jour, il y avait une augmentation de DHT de 56% par rapport au niveau qu'il y avait au tout début, donc chez les participants qui utilisaient de la créatine versus le groupe placebo. Et suite aux 2 semaines de phase, on va dire, de maintien, il y avait tout de même une augmentation de 40% par rapport au jour zéro. Donc ça veut dire que ça avait un petit peu redescendu, mais c'était quand même plus élevé qu'avant de prendre de la créatine tout court. Donc là, ça pourrait paraître alarmant, mais bien sûr, comme tu le sais, si tu es déjà abonné à cette chaîne, j'aime aller au fond des choses, j'aime questionner les choses, j'aime un petit peu aller à l'encontre de ce que tout le monde pense, de ce que tout le monde croit. J'aime jouer parfois un petit peu l'avocat du diable. Là où je voudrais rendre attentif la personne qui regarde cette vidéo, c'est que effectivement il y a eu des augmentations des niveaux de DHT, sauf que ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que les niveaux de DHT sortent de la norme. Et en l'occurrence là, ce n'est pas le cas. Quand tu regardes les niveaux de DHT qui ont donc placebo versus créatine, ici, donc au tout début de l'étude, ils étaient en moyenne à 0,98 nanomol par litre, ce qui est dans la fourchette normale de DHT, et ensuite ça a augmenté à 1,53 puis 1,38, qui restent en fait des valeurs qui sont dans la fourchette normale des niveaux de DHT. Pour te donner une idée, les niveaux de DHT normaux, on va dire la fourchette normale, se situe entre 0,4, quelque chose comme ça, 0,5 et 2, quelque chose, 2,5, 2,8. Donc même si tu es à 1,5, tu restes dans la fourchette normale. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que quand il s'agit d'hormones, c'est la même chose pour la testostérone, que tu aies des niveaux de testostérone à 400 nanogrammes par décilitre ou alors que tu sois à 900 voire 1000 nanogrammes par décilitre, qui sont les deux en fait des valeurs qui sont dans la fourchette moyenne de testostérone, bah en fait, tu n'auras pas forcément une différence notable d'effet. Tu as une différence lorsque tu sors de ces fourchettes. Par exemple, si tu as une DHT qui est excessivement basse, qui est en dessous de la fourchette basse des niveaux de DHT normaux, là tu risques de rencontrer des problèmes. Et pareil, si tu es à des niveaux trop élevés par rapport à la moyenne, là tu vas rencontrer des problèmes. Pareil pour la testostérone, si tu as des niveaux qui sont en dessous de 200 nanogrammes par décilitre, là tu vas avoir des soucis. Et si tu as des niveaux de testostérone qui sont en dessus de 1000 voire 1200 nanogrammes par décilitre, là tu vas avoir des effets, on va dire, supraphysiologiques, tu vas avoir bah, voilà, une construction musculaire qui est anormale, etc. Donc en fait, l'effet sur les cheveux, je pense en tout cas, qui sera à peu près pareil, c'est-à-dire que
à moins que tu sois dans la fourchette normale, mais que tu sois en bas de la fourchette, ou alors que tu es tout en haut de la fourchette, là, ça aura peut-être un effet, mais quand tu regardes la différence entre 0,98 et 1,53, enfin, ça reste au milieu de la fourchette. Donc, que tu sois un petit peu plus haut dans le milieu ou un petit peu plus bas dans le milieu, pas sûr que ça ait vraiment un impact quelconque sur la pousse des cheveux. Le deuxième point auquel je voudrais vous rendre un petit peu attentif, c'est les limitations de cette étude. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, le groupe démographique qui est étudié ici, c'est des joueurs de rugby, donc des joueurs professionnels ou semi-professionnels de rugby, donc à haut niveau, qui sont à condition physique optimale. Et ce groupe de personnes-là, quand ils vont avoir de la créatine, quand ils vont prendre de la créatine, ben, ils vont s'entraîner encore plus intensément à un niveau que la plupart des gens comme toi et moi n'atteindront sûrement jamais, parce que bah, c'est un niveau professionnel. Et donc ça peut déjà un petit peu biaiser les résultats, c'est-à-dire que peut-être que l'effet que la créatine a eu sur ce groupe de personnes n'est pas juste dû au fait que la créatine augmente la production de DHT, mais est peut-être dû au fait que ce groupe qui s'entraînait déjà intensément s'entraîne encore plus intensément à des niveaux qui peuvent avoir un effet tellement significatif sur le système hormonal que bah, ça augmente la production d'hormones androgènes en général, mais c'est pas forcément réplicable chez une personne lambda. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète un petit peu, mais même si, admettons, ces résultats étaient réplicables sur n'importe quelle personne qui prendrait de la créatine, bah en fait, ça serait sûrement pas un impact suffisamment significatif pour que ça cause une accélération de la chute de cheveux ou je ne sais quoi d'autre. On n'a jamais testé les effets de la créatine sur la DHT sans pratiquer en parallèle de l'exercice physique intense. C'est-à-dire que là, on a une seule étude qui démontre que la créatine augmenterait la DHT, mais c'est sur des personnes qui pratiquent un sport intense. On n'a aucune étude qui nous montre que des personnes sédentaires qui prendraient de la créatine auraient une augmentation de la DHT. Donc on ne peut pas vraiment savoir si cette augmentation de la DHT est vraiment due à la créatine, qui a un impact sur la DHT, ou alors à l'intensité des entraînements qui a temporairement en fait augmenté. Et peut-être que si ça se trouve, au bout d'un moment, bah, le corps va s'habituer à ce nouveau niveau d'intensité et peut-être que la DHT va se re-régulariser et peut-être que en fait cet effet est juste dû à ce stress aigu qui est temporaire et qui va s'estomper au moment où la personne va s'adapter à ce nouveau type d'effort. Donc je ne sais pas si c'est très clair comme explication, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas encore conclure que la créatine en elle-même augmente la DHT, indépendamment de si tu fais du sport ou pas. Et il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir, qui va, selon moi, pouvoir expliquer encore mieux pourquoi est-ce que la créatine n'est probablement pas un problème pour la pousse des cheveux. C'est que, alors déjà, la créatine, comment ça fonctionne? Il faut savoir que les cellules utilisent l'énergie non pas sous forme de poulet, de riz et d'huile d'olive, mais sous forme d'ATP. Donc en fait, quand tu vas digérer ta nourriture, tu vas casser les molécules de sucre, etc. Et tu vas produire de l'ATP. Je suis désolé pour les chimistes et les biochimistes et les biologistes qui regardent cette vidéo, c'est extrêmement simplifié, mais j'ai pas envie de perdre la moitié de mes auditeurs juste en expliquant une science qui n'est de toute façon pas pertinente dans cette vidéo. Donc, quand on a produit de l'ATP, ce qui permet de libérer l'énergie avec l'ATP, c'est de séparer, donc ATP qui veut dire adénosine triphosphate, donc c'est adénosine avec trois phosphates. Et donc quand tu veux, par exemple quand tu te mets en mouvement, quand une cellule se contracte, une cellule musculaire, tu as un phosphate qui se sépare de l'ATP, et donc ça fait de l'ADP, en fait, adénosine diphosphate, et c'est cette séparation entre la molécule et le phosphate qui se séparent, qui libère de l'énergie. Et ensuite, pour pouvoir reproduire de l'ATP, bah, il faut être capable de ramener un phosphate à l'ADP, donc adénosine diphosphate, pour recréer de l'adénosine triphosphate, ATP. Et nos cellules musculaires sont capables de produire de l'ATP de trois manières différentes. La première, c'est la filière aérobie, qui permet de produire de l'énergie sous forme d'ATP avec de l'oxygène et du sucre, du glucose, ou alors des lipides, sous forme de triglycérides, si je ne me trompe pas. Voilà, si je dis des bêtises, corrigez-moi en commentaire, bien sûr. L'aérobie permet de réaliser des efforts à faible intensité pendant une très longue durée. Ensuite, il y a la filière anaérobie lactique, qui celle-ci utilise le glucose sous forme généralement de glycogène musculaire, ou alors sous forme de glucose tout court. Si tu as du sucre dans le sang, bah, tu vas l'utiliser pour produire de l'énergie via la filière anaérobie lactique. Et donc, cette filière-là permet de
générer un effort qui est relativement intense, mais qui est quand même suffisamment long, on va dire entre 30 secondes et 2 voire 3 minutes. Ça, c'est généralement la filière dans laquelle on va taper quand on fait de la muscu, dans le but de prendre de la masse musculaire, de faire de l'hypertrophie. Et finalement, il y a la filière anaérobie alactique qui est indépendante en fait du sucre et de l'oxygène. On produit de l'énergie ici avec la filière anaérobie alactique à partir de créatine phosphate, d'où le mot créatine. Donc en fait, quand on veut reproduire de l'ATP, bah, la molécule créatine phosphate va aller vers l'ADP et déposer un phosphate puisque c'est de la créatine phosphate. Et donc c'est comme ça que la créatine permet de produire de l'énergie. Et en général, la filière anaérobie alactique, c'est la filière énergétique qui permet de produire les efforts les plus intenses, qui sont de grand maximum 30 secondes. Donc c'est genre des sprints, c'est de la force max, c'est quand tu fais du 4 fois 5 reps par exemple. Là, tu vas taper dans la filière alactique, et c'est dans ce genre d'intensité que la créatine est particulièrement utile. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la créatine, elle est stockée majoritairement dans les muscles. Et elle a aussi un effet sur le cerveau, etc. Mais c'est majoritairement dans les muscles que ça se passe. Donc, là où je veux en venir, pourquoi est-ce que je babille toute cette science comme ça, c'est pas juste pour me la péter, faut bien que ma formation de coach me serve à quelque chose dans mes vidéos. Mais là où je veux en venir, c'est que, étant donné que la créatine est principalement utilisée par les muscles, peut-être que, hein, même si, admettons, la créatine augmente la DHT, peut-être qu'elle augmente la DHT dans les muscles. Et c'est important parce que la DHT, c'est une hormone paracrine, c'est-à-dire que c'est une hormone qui a un effet sur les cellules où elle est produite. Donc même si tu as de la DHT qui circule en fait dans ton corps, elle n'aura pas un effet forcément sur tes bulbes, mais c'est plutôt la DHT qui est produite dans tes bulbes qui a un effet sur tes bulbes. Et pareil, si ça se trouve, ben, la créatine d'une manière ou d'une autre, augmente l'activité de la testostérone dans les muscles, parce que peut-être qu'il y a un plus gros effort qui est fourni dans les muscles, donc plus de testo va dans les muscles, et donc plus de testo interagit avec la 5-alpha-réductase qui est présente dans les muscles, même si elle est peu présente, mais admettons. Voilà, peut-être que ça a un effet à ce niveau-là, et peut-être que c'est pour ça que la DHT augmente lorsque tu prends de la créatine. Sûrement que ça a à voir avec le fait qu'il y a plus d'activité androgénique dans les muscles. Et donc, si c'est de la DHT qui est produite principalement dans les muscles, bah en fait, cette DHT n'aura pas d'effet sur les bulles capillaires. C'est pertinent parce qu'on n'a aucune étude qui permet d'observer une augmentation de la DHT dans le cuir chevelu directement, ce qui serait en fait la métrique qui nous intéresse. On s'en fout de savoir si on a plus de DHT dans le corps ou dans les muscles ou sur la peau. On veut savoir si on a plus de DHT dans le cuir chevelu. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, moi, j'adore avoir tort. Alors, si toi qui regardes cette vidéo, tu as trouvé une étude qui permet de démontrer que bah, la créatine cause la chute de cheveux ou je ne sais quoi, bah franchement, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Je ferai un épisode 2 où je dirai, ah bah voilà, il y a cette étude-là que j'avais pas trouvée. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé aucune étude autre que celle que j'ai présentée ici, avec les 20 jeunes rugbyman en Afrique du Sud, qui étudient en fait l'effet de la créatine sur la DHT. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion. Sincèrement, je pense que la conclusion la plus logique, ce serait de dire que la créatine ne cause pas en fait la perte de cheveux ou n'a aucun impact sur la perte de cheveux. Mais il y a une autre piste que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui, c'est l'effet potentiellement positif de la créatine sur la perte de cheveux. Et comment est-ce que ça marche? J'ai un petit peu fait quelques recherches sur l'effet de la créatine sur d'autres hormones, et je suis tombé sur certaines études qui démontreraient que la créatine aurait un effet positif sur l'hormone de croissance. Et on sait que l'hormone de croissance a un effet positif sur bah, la pousse des cheveux, parce que c'est littéralement l'hormone qui permet de dupliquer les cellules. Ça a un effet positif sur la pousse des cheveux. Et là, on voit que dans cette étude, donc, qui s'intitule Les effets de la supplémentation en créatine et de l'entraînement en musculation sur l'hormone de croissance. Donc là, on a Insulin-like growth factor, qui veut dire en fait facteur de croissance similaire à l'insuline, mais en gros, c'est le dérivé de l'hormone de croissance parce que tu n'utilises pas l'hormone de croissance telle qu'elle, il faut qu'elle soit convertie en IGF-1, on va l'abréger IGF-1, pour qu'elle soit utilisée par les cellules. Et on voit, donc le résultat de cette étude démontre que la créatine augmenterait
de 78%. Donc quand c'est cumulé avec la musculation, je sais, c'est la limitation que j'ai présentée avant, mais je la reprends ici. Voilà, ça reste une limitation, mais il y a quand même une piste à, on va dire, à limitation équivalente qui démontrerait que, en fait, ça pourrait avoir un effet positif également. On a une augmentation de 78% de l'IGF-1, donc chez les utilisateurs de créatine, versus 54% chez les utilisateurs de aucune créatine, mais qui font quand même de la musculation. Donc les deux groupes font de la musculation, un des deux utilise la créatine, l'autre pas. Et dans le groupe qui utilise la créatine, il y a une augmentation plus élevée de facteurs de croissance versus le groupe qui n'utilise pas de créatine. Visiblement, l'hormone de croissance aurait un effet positif sur la pousse des cheveux, puisque dans cette étude, on voit que la DHT aurait un effet suppresseur d'IGF-1 dans les bulbes, et donc de cette manière-là, on a pu constater, on a pu conclure que l'IGF-1 aurait un effet positif sur la pousse des cheveux. Après, il y a certaines études qui démontrent que quand tu as trop d'IGF-1, tu pourrais avoir une augmentation de la perte de cheveux, mais si tu as des niveaux élevés normaux, en fait, ça sera bénéfique, surtout chez les personnes qui souffrent de calvitie. L'un des effets néfastes de la DHT sur les bulbes, c'est une réduction de l'IGF-1 dans le cuir chevelu. Donc si tu augmentes ton IGF-1, tu pourrais potentiellement un petit peu pallier à ce problème de cette manière-là. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, j'espère que c'était clair, j'espère que je suis pas trop parti dans tous les sens et que tu as tiré un maximum de valeur de ce temps que tu as consacré à ma vidéo. D'ailleurs, je te remercie si tu as regardé cette vidéo-là jusqu'au bout, ça veut dire que tu es un vrai passionné, un vrai membre du Muscle Café, donc je te remercie pour ça et je te félicite. Bien sûr, exprime-toi dans la barre des commentaires si tu as des questions ou s'il y a des sujets que tu voudrais que je traite ou des études que j'aurais survolées, que je n'aurais pas inclus dans ma vidéo et que j'aurais dû inclure. Bien sûr, je suis toujours ouvert à la critique tant qu'elle est constructive et bien formulée. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et autrement, je te dis à très bientôt.